Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la 9e session du cycle webinaire du projet européen Bridging the Gap, combler l'écart. Mon nom est Federico Martire, je suis le directeur du projet Combler l'écart. Cette session, comme vous le savez, est dédiée au thème du accès universel à la santé. Avant de commencer, de laisser la parole à notre expert pour cette journée, juste quelques mots pour vous présenter le projet Combler l'écart pour ceux qui ne sont pas encore à connaissance de ce contenu. Et après, bien entendu, quelques mots sur ce cycle de webinaire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Combler l'écart? Combler l'écart est une initiative de l'Union européenne visant à l'inclusion socio-économique et à la promotion des droits des personnes handicapées dans des pays au niveau de revenus moyens et faibles. Bridging the Gap, Combler l'écart, travaille dans 5 pays en particulier: Burkina Faso, Éthiopie et Soudan en Afrique, Équateur et Paraguay en Amérique latine, et aussi travaille afin de promouvoir la transversalisation du handicap dans le domaine de la coopération au développement. En effet, ce cycle de webinaire de formation en ligne a été créé avec le but de développer ce concept de transversalité du handicap dans le domaine de la coopération au développement, ainsi qu'à définir une approche plus homogène au secteur intéressé par le projet. Les formations sont préparées et développées par des experts internationaux sélectionnés par Combler l'écart. Chaque formation est conduite en 3 langues, anglais, espagnol et français, en sessions séparées. Était ensuite disponible en ligne sur YouTube, toutes les formations précédentes, au cas où vous n'aviez pas eu l'occasion de suivre les webinaires, les formations, sont disponibles sur notre chaîne YouTube et aussi bien que sur Facebook et Twitter et sur notre page web www.bridgingthegap-projet.eu. Maintenant, cette session, juste quelques mots pour introduire la thématique qui sera ensuite abordée par notre expert. Le thème de l'accès universel à la santé est un thème de grande importance, compte tenu que les personnes vivant avec un handicap, environ 1/7 de la population mondiale, sont vulnérables à l'exclusion d'accès à leur droit à la santé. Souvent, les personnes vivant avec un handicap sont confrontées à la stigmatisation, à la discrimination, à la violation des droits, au manque de services de santé ciblés et accessibles, à l'exclusion des services de base déterminant la santé, et ont des niveaux de revenus plus bas qui peuvent accroître leur vulnérabilité aux maladies. Les États sont tenus de respecter, protéger et réaliser le droit à la santé, ce qui était prévu en fait dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention prévoit une protection par le même cadre que tout le reste du monde, bien évidemment, étant considéré qu'on parle d'un droit de l'homme, un droit humain, accessible à tous et à toutes. La Convention, en fait, passe d'une approche paternaliste et médicale à une approche fondée sur les droits humains, qui considère les personnes vivant avec un handicap comme des déteneurs de droits, plutôt que comme des simples bénéficiaires de la protection, de la réadaptation ou du bien-être. Donc, en fait, cette transition, que vous savez bien, considère l'approche sociale et basée sur les droits humains. Cependant, souvent, même des politiques bien intentionnées considèrent les personnes vivant avec un handicap comme un cible, un destinataire passif des services de santé et des services sociaux personnalisés. La consultation des personnes vivant avec un handicap et des organisations de personnes handicapées est essentielle pour garantir que les politiques et les plans répondent efficacement aux besoins. Les personnes vivant avec un handicap peuvent mener une vie active, productive, longue et en bonne santé. La santé est un état dynamique de bien-être résultant de la combinaison de potentiel de l'individu, des exigences de la vie et des déterminants sociaux et environnementaux. Quel que soit leur handicap ou leur état de santé, les personnes vivant avec un handicap peuvent mener une vie saine, identifiant et en réalisant leur respiration, en satisfaisant leurs besoins et en modifiant et en respectant l'environnement. Donc voilà, ceci dit, juste un aperçu sur la session et après quelques mots techniques pour son déroulement. On parlera donc dans cette session de l'accès à la santé conformément à la Convention
relative aux droits des personnes handicapées, les besoins de soins santé des personnes vivant avec un handicap, les besoins non satisfaits, en fait, les obstacles à l'accès aux services de soins de santé généraux ou adaptés, et les obstacles aux services et aux produits, à l'accès aux services et aux produits de santé gratuits ou à des prix abordables. Bien évidemment, on touchera aussi la thématique des violations des droits humains dans le contexte des services de santé. Voilà, avant de vous présenter M. Davide Olchini, notre expert pour aujourd'hui, juste quelques mots sur les aspects techniques. Vous savez, peut-être si vous avez déjà eu l'occasion de suivre nos webinaires précédents, que cette session, aussi bien que toutes les autres, est sous-titrée en direct. Vous avez un lien disponible déjà dans le chat box auquel vous pouvez accéder pour pouvoir suivre en direct avec les sous-titres. Pour poser des questions, vous savez aussi, je crois, vous avez un cadre à disposition de questions que ce sera moi, le modérateur de la session, qui verra et qu'au moment donné, vous donnera la parole ou bien lira les questions que vous pouvez poser, soit à l'écrit, soit à l'oral. Comme vous savez, cette session est structurée en deux parties. D'abord, la présentation de la part de notre expert et après, la session de questions-réponses qui fera suite une fois terminée la présentation. Donc voilà, on est prêt à commencer. Et avant de lui passer la parole, juste quelques mots de présentation de M. Davide Olchini, qui nous aidera à explorer ce sujet d'extrême importance. Je suis très heureux d'avoir avec nous Davide, qui est directeur de l'unité de prévention et santé pour humanité et inclusion. Et Davide Olchini a une formation en médecine avec un master en maladies tropicales et négligées. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le travail de l'humanitaire. Le fil rouge de sa carrière est l'engagement pour une meilleure prise en compte du handicap par les systèmes de santé, avec par exemple des expériences de renforcement du mécanisme de réhabilitation à base communautaire en Chine et une meilleure intégration aux services de santé et scolaire en Inde. Depuis 2011, il travaille chez Handicap International, maintenant Humanité et Inclusion, où il a occupé des postes de référent technique pour les maladies chroniques, la santé maternelle et infantile, avant de devenir responsable d'unité, la position qui actuellement il occupe. Donc, Davide, merci encore pour être avec nous aujourd'hui. Et maintenant, à toi la parole. Bon webinaire à tout le monde. Merci beaucoup Federico pour la présentation et pour l'opportunité de présenter cet aspect de la santé inclusive qui est parfois un peu difficile à comprendre, à maîtriser. Pour vous donner une idée de comment je pense dérouler la formation, on va d'abord aborder différentes définitions, soit de santé que de handicap, que d'inclusion. Et après, on va voir finalement avec des exemples pratiques comme tout ça peut être abordé pour une implémentation plus pratique dans des projets opérationnels. Donc, on commence avec une overview. Voilà. Un historique extrêmement rapide, comme vous avez déjà mentionné dans la phase d'introduction. La perception de l'handicap a été et les modèles explicatifs de l'handicap a évolué énormément. On parle globalement d'un modèle charitable où les handicapés sont des récipiendaires passifs d'une aide plus ou moins bienveillante, à un modèle médical qui a globalement marqué pas mal les esprits et qui continue à marquer les esprits, qui était fondamentalement un modèle en vigueur dans les années 70 où toute l'attention était amenée à la diversité, aux facteurs globalement biologiques sans prendre en compte les facteurs de la personne. Et finalement, les choses ont évolué avec l'introduction du modèle social, qui globalement est à la base de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui introduit vraiment un modèle beaucoup plus des facteurs environnementaux dans les modèles explicatifs de l'handicap.
on va voir tous ces modèles un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Encore une fois, de façon très rapidement, des chiffres clés pour situer un peu l'objectif de notre présentation. On a déjà dit que l'handicap représente globalement énormément répandu. Selon l'OMS, autour de 15% de la population au niveau mondial est atteinte d'un handicap au cours de sa vie. Ici, vous voyez que j'ai décidé de reporter certains chiffres qui me semblent extrêmement intéressants pour comprendre l'ampleur de la situation. Vous voyez que les personnes handicapées sont 2 fois plus susceptibles de ne pas avoir leurs exigences finalement satisfaites à niveau des services de santé ni des compétences des personnels de santé. 3 fois plus susceptibles par rapport à la population générale de se voir refuser des soins de santé. 4 fois plus susceptibles d'être maltraités. Et finalement, la moitié des personnes handicapées n'ont pas les moyens de se faire soigner. Et vous voyez que ce sont des chiffres extrêmement alarmants, extrêmement importants. Et on va voir au cours de la présentation quelles sont les causes et idéalement les solutions qu'on peut amener à cette situation. Un bref rappel au cadre international. Vous savez que en 2015, on a introduit les objectifs de développement durable. L'objectif qui est relatif à la santé est l'objectif de développement durable numéro 3. Et fondamentalement, il y a différents indicateurs qui sont plus ou moins sectoriels. Donc, vous avez des indicateurs par rapport à l'HIV plutôt qu'aux maladies chroniques, à la santé mentale, etc. etc. Cette cadre introduit 2 facteurs qui sont extrêmement intéressants pour les discours qu'on va amener aujourd'hui. Le premier facteur qu'introduit, c'est le concept de leave no one behind, donc de ne laisser à côté personne. Vous comprenez que si les chiffres du rapport de l'OMS sur l'handicap sont corrects, et donc si on a vraiment entre 10 et 15% d'une population d'un certain pays qui vivent avec un handicap, on ne peut pas se permettre de ne pas prendre en compte cette population si on veut réaliser les indicateurs liés aux objectifs de développement durable. C'est pour ça que l'introduction de ces cadres a contribué à un intérêt majeur et à une croissance de l'attention qui est donnée dans tous les réseaux plutôt que conférences, etc., à l'handicap. C'est une chose que moi je vois de façon extrêmement claire. Fondamentalement, dans les 3 ou 4 dernières conférences internationales auxquelles j'ai participé, les sujets de l'handicap a été traité de façon extrêmement intensive et a reçu vraiment énormément d'attention parce que globalement, il y a tous les acteurs internationaux ont réalisé que la prise en compte et l'inclusion de l'handicap dans les politiques de santé est essentielle pour la réalisation de cette cadre. L'indicateur qui, de façon un peu plus précise, est relative à la couverture universelle, c'est le 3.8, qui globalement réaffirme que chacun doit pouvoir bénéficier d'une couverture sanitaire universelle, qui comprend aussi la protection contre le risque financier et qui peuvent donner un accès à des services de santé essentiels avec une qualité et un coût abordable. Vous voyez que c'est marqué de façon extrêmement claire et qui va ouvrir vraiment la discussion sur des thématiques extrêmement importantes au niveau international, telles que la couverture sanitaire universelle et l'accès à services de qualité à moindre coût.
On a d'autres, pour compléter les cadres de la situation internationale, on a les rapports des Nations Unies de 2018 sur l'handicap et le développement. Vous voyez que la tonalité plus ou moins est la même du discours. Vous voyez, plus en détail, vous pouvez voir que globalement, les personnes handicapées ont une perception de leur santé qui est plus mauvaise par rapport à la population générale et que cette perception augmente de façon disproportionnée dans les pays en voie de développement. Vous voyez qu'on passe de 42 en moyenne à 80%, donc c'est vraiment extrêmement généralisé. Et il y a aussi un autre un facteur extrêmement intéressant à noter. On commence tout juste à introduire un prisme de lecture gender dans la santé. Et vous voyez que, par exemple, les femmes handicapées sont 3 fois plus susceptibles d'avoir des besoins non satisfaits en matière de soins de santé que les hommes non handicapés. Donc, si on compare vraiment les différents facteurs de vulnérabilité, on voit comme il y a un effet additionnel, un effet synergique entre les genders et l'handicap. C'est vrai que, comme je vous disais, on est vraiment au début. Dans le cadre des objectifs de développement durable, on a commencé à exprimer de façon nécessairement claire les besoins d'une désagrégation des données par sexe et âge. Donc, je pense que c'est une thématique extrêmement importante et intéressante pour le développement futur qu'elle peut avoir. Ici, vous voyez que pour commencer à rentrer un peu plus dans les cœurs du sujet, on a la définition de santé de l'OMS, qui est la définition classique. Donc, un état de bien-être complet, physique, mental et social, qui ne consiste pas uniquement dans l'absence de maladie et qui représente finalement un des droits fondamentaux de tous les êtres humains. Je trouve que c'est la base fondamentalement de toute définition des choses qu'on va toucher aujourd'hui. Le fait vraiment que ce soit un état de bien-être complet et le fait que ça représente un droit inaliénable. On revient maintenant à parler un peu des définitions des handicaps et personnes handicapées. Comme on a mentionné jusqu'au début, il y a différents modèles pour expliquer. Et moi, j'ai décidé d'aller prendre vraiment la source de toutes les définitions, que c'est la Convention des personnes handicapées. Vous pouvez voir que la Convention qui a pour objet de promouvoir, de protéger, d'assurer la pleine, égale jouissance de tous les droits de l'homme et de leurs libertés fondamentales, définit les personnes handicapées comme des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. Ça, c'est une des choses extrêmement importantes, c'est la notion de temporalité. Donc, on ne parle pas d'incapacités qui ont une durée inférieure à 6 mois, mais on parle d'incapacités qui vont durer dans le temps. Et ici, on va introduire une autre chose qui est extrêmement intéressante. Ce n'est pas uniquement le concept d'incapacité, mais c'est l'interaction entre incapacité et les différentes barrières qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. La troisième chose qui est extrêmement importante et que je tiens à souligner, c'est que le but final est l'effective participation à la société sur une base d'égalité avec les autres personnes. Vous voyez qu'il y a vraiment 3 éléments, l'effet de la durée, l'effet des incapacités, l'effet des barrières et l'effet que le but final de tout ça soit vraiment garantir une participation égalitaire à la société. Juste 2 mots pour vous dire les modèles qu'on utilise pour expliquer l'handicap in HI. Sont 2 modèles, alors un c'est un peu moins connu, l'autre c'est un peu plus connu, mais globalement ils sont 2 modèles environnementaux. Donc un c'est les processus de production de l'handicap, c'est une école canadienne qui a proposé ça, et l'autre c'est la classification internationale du fonctionnement. Globalement,
qu'est-ce que nous disent ces deux modèles? Que l'handicap n'est pas un état figé, mais c'est un état évolutif dans le temps. Et c'est la première grosse différence avec une conception, un modèle explicatif, par exemple, médical. Après, on va voir de quoi sont composés les deux différents modèles, mais globalement, l'idée est que l'handicap est un état variable selon l'interaction des différentes barrières avec les différentes déficiences en capacité. En théorie, selon ces deux modèles, une personne qui a, par exemple, une capacité physique, mais qui a un environnement qui est extrêmement supportif, n'a aucune barrière à sa participation sociale. Donc, en théorie, l'environnement peut agir, on peut travailler sur l'environnement pour éliminer toutes les barrières et donc assurer une participation sociale égalitaire et pleine, même avec des personnes qui ont des incapacités. Globalement, on élimine les effets de cet impairment en travaillant sur un certain nombre de barrières. On va voir comment dans la suite. Vous voyez que ça, c'est les modèles processus de production de l'handicap. Donc, on a des facteurs individuels, des facteurs de l'environnement, qui vont avoir des interactions avec les rôles sociaux et les habitudes de vie. C'est un modèle extrêmement détaillé qui met beaucoup d'attention sur les habitudes de vie et les rôles sociaux. Vous voyez que dans la CIF, on n'a pas cet niveau de détail. C'est globalement, ça reprend certains éléments, mais on ne va pas aller si en détail dans l'analyse. Globalement, l'idée est vraiment de comment je peux assurer qu'il n'y a globalement très peu de changements dans les habitudes de vie ou dans les rôles sociaux d'une personne qui a une incapacité en travaillant sur l'environnement et l'individu. C'est un modèle qui est extrêmement complet. On l'utilise, c'est un des modèles qu'on utilise in HI pour expliquer l'handicap. Ce n'est pas extrêmement répandu. Donc, parfois, quand on fait une présentation sur l'handicap, on peut aussi faire référence à la classification internationale du fonctionnement. C'est un modèle qui est légèrement plus médical. C'est légèrement le modèle qui a été proposé par le MES. Vous voyez que tous les facteurs personnels et environnementaux sont là. Il y a un peu plus d'attention sur les fonctions organiques et la structure anatomique. Globalement, la CIF permet d'avoir une analyse extrêmement fine des causes d'handicap d'un point de vue médical. Et il y a aussi une attention un peu plus centrée sur les problèmes de santé, donc toutes les différentes pathologies qu'on peut avoir. Vous voyez que globalement, on va voir les activités et la participation sont de toute façon présents et ils font partie de ce modèle environnemental. Je pense qu'à niveau, la CIF, juste vraiment de façon extrêmement rapide, est la base pour les modèles explicatifs qui est contenu dans les Washington Group, qui est une façon qui est extrêmement intéressant et innovative de pouvoir collecter des données comparables dans différents contextes, des données comparables sur l'handicap. Mais on va peut-être parler un peu plus de ça dans la suite. On a un cadre juridique de la Convention. Vous voyez qu'il y a 8 principes fondamentaux qu'on va retrouver dans les piliers de l'inclusion. Donc, sont la dignité, l'autonomie et la liberté des choix, la non-discrimination, la participation et l'intégration à la société, le respect de la différence, l'égalité des chances, l'accessibilité, l'égalité entre hommes et femmes et le respect du développement de l'enfant. De façon
globale, vous voyez qu'il y a un article spécifique dans la Convention des droits des personnes handicapées, qui est l'article 25, qui parle des points fondamentaux relatifs à la santé. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? On peut trouver une affirmation, une réaffirmation de l'importance de donner accès aux personnes handicapées à des services de santé gratuits ou globalement à un coût abordable, d'une qualité comparable avec ce qu'on offre avec la population générale et qui inclut des services de santé sexuelle et de la reproduction. Et c'est une chose extrêmement importante qui est trouvée dans la Convention des droits des personnes handicapées une mention spécifique à la santé sexuelle et de la reproduction parce que une des choses qu'on a la tendance à oublier dans la programmation à niveau international, c'est qu'un des droits qui est plus facilement et plus vite oublié, c'est le droit à la sexualité pour les personnes handicapées. Donc, toute la programmation des grandes initiatives à niveau international sur la santé sexuelle et de la reproduction ne prend pas vraiment en compte les exigences des personnes handicapées. Une autre chose qu'on affirme dans cet article, dans l'article 25, c'est la distinction entre accès à des services généraux et accès à des services spécifiques. Globalement, on parle de l'importance de la détection précoce, de l'intervention précoce et surtout de la réhabilitation physique pour réduire l'impact de certaines déficiences sur les long terme. Une autre idée qui réaffirmer l'importance d'avoir des services à base communautaire et de faire évoluer les compétences des personnels de santé pour les mettre en capacité de pouvoir accueillir, de ne pas refuser l'accès à des services de santé des personnes handicapées sur la base qu'ils ne sont pas capables ou n'ont pas les compétences nécessaires. Les deux mentions à la fin sont relatives à la prévention de la discrimination dans les assurances de santé et les refus de donner des services médicaux spécifiques sur la base d'un handicap. Donc vous voyez que c'est, tandis que les premiers points c'était plus général, ça sont des points vraiment spécifiques liés à la mise en place pratique. On va parler maintenant on a dit que dans l'inclusion on peut voir on a globalement 3 piliers. Ces piliers sont la participation, la non-discrimination et l'accessibilité. On va voir un peu plus en détail quelle est la définition de participation. Et l'idée vraiment est que pour être inclusif, un service doit assurer la participation, l'implication de toutes les personnes concernées dans la conception, mise en œuvre, suivi, évaluation des actions et des politiques qui les concernent. Pour vous donner une idée, comme on fait de façon extrêmement pratique, normalement on fait des comités de pilotage pour assurer la participation des personnes handicapées au design des services de santé, par exemple. Et effectivement, on a noté qu'il y a une énorme différence entre les priorités perçues par des agents de santé bienveillantes, formés, professionnels, etc., etc., et les exigences qui sont exprimées par des personnes handicapées en tant que potentiels usagers de ces services. L'idée est vraiment d'assurer, de commencer par un baseline pour faire un assessment de l'accessibilité des différents services et créer ce comité de pilotage pour permettre une participation et une redevabilité sur les longues périodes. Globalement, à la fin de période de démarrage du projet, ces baselines permettent d'avoir une série de recommandations et l'inclusion des personnes handicapées dans les steering committee, donc dans les groupes de travail, dans les comités de pilotage, permet de suivre l'état d'avancement de l'implémentation de cette recommandation et permet de faire tous les ajustements nécessaires. Donc c'est une part fondamentale
de l'inclusion. Également pour l'égalité, globalement, est une réaffirmation du fait que ni l'handicap ni les genres ou l'âge doivent avoir aucun effet sur l'opportunité de jouir des droits, des opportunités, des ressources pour les personnes handicapées. Qu'est-ce qu'on propose? On propose une approche, une double approche. Globalement, c'est l'effet de travailler avec des associations de personnes handicapées ou des personnes handicapées pour les faire monter en compétences et assurer qu'ils puissent se mobiliser pour demander une égalité et travailler avec tous les différents decision makers ou proviseurs de services pour s'assurer que l'égalité devienne un principe fondateur dans la planification des opérations. Pareil pour la non-discrimination. La non-discrimination a pour but d'éliminer toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap ou sur d'autres critères. L'idée vraiment de donner à tout le monde un accès à une égalité d'opportunités. Finalement, une des plus fameuses phrases, c'est « Il n'y a rien de plus inégal que donner demander de faire la même chose à des personnes qui ne sont pas égales à la base. Donc, l'idée vraiment, il faut prendre en compte dans la planification des services le fait qu'on a certains facteurs facilitateurs et certains facteurs qui rendent plus difficile l'accès. Et donc, c'est extrêmement important d'introduire les concepts de non-discrimination dans la planification des services de santé. Un autre pilier, le dernier, c'est l'accessibilité. L'accessibilité fait référence à la capacité de globalement rendre accessible un environnement, un produit, un service au plus grand nombre de personnes, y compris les personnes handicapées. On peut parler globalement d'accessibilité physique, et là on fait référence par exemple au modèle RECU, donc l'effet de pouvoir arriver dans un centre de santé, circuler librement, d'utiliser les services et de pouvoir rentrer. Mais aussi, on fait référence à la possibilité d'avoir accès à l'information. Information de santé ou tout simplement l'information relative à, par exemple, de la prévention, des mécanismes de calendrier de vaccination ou tout simplement où trouver les services pour une maladie en cas particulier. L'accessibilité est vraiment un des prérequis pour pouvoir rendre pratique, rendre effective l'inclusion et représente un aspect clé dans la mise en place des projets qu'on mène. Par exemple, un des critiques qui souvent est fait à l'accessibilité, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement cher et qui finalement bénéficie une partie minimale de la population. En réalité, on a des principes de design universel qui vraiment disent et affirment clairement que les aménagements qu'on va faire pour rendre plus accessibles des services vont bénéficier une large part de la population et pas uniquement les personnes avec un handicap. Par exemple, les personnes âgées ou les personnes avec un niveau d'éducation plus faible ou les enfants. Ici, il y a de façon très brève les différentes définitions selon la Convention des droits des personnes handicapées des communications, aménagement raisonnable et conception universelle. Vous voyez que les deux concepts fondamentaux sont l'aménagement raisonnable, c'est que sont toutes les modifications et les ajustements qui sont nécessaires
pour rendre accessible un service, un environnement ou une information. Et la conception universelle, que j'ai mentionnée juste dans la slide d'avant, est une façon de concevoir des produits d'équipement et des programmes ou des services pour pouvoir être utilisés partout dans la mesure du possible sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. On va voir un peu la différence entre les types de services auxquels on peut donner accès. C'est une des questions que les personnes me posent plus fréquemment quand on parle de santé inclusive. Et fondamentalement reviennent à la perception que parfois les service providers ont des personnes handicapées globalement. L'idée derrière est de quoi ils ont besoin, les personnes handicapées, quand on parle des services de santé. La réponse est ils ont besoin des services ordinaires, donc des services de santé comme tout le monde, parce que comme tout le monde, les personnes handicapées vont avoir de la fièvre, vont avoir de la pneumonie, vont développer un diabète ou d'autres maladies. Et en plus de ça, ils ont besoin des services de support et des services spécifiques. Services de support, vous voyez que sont globalement toutes choses qui permettent aux personnes handicapées d'être supportées dans leur accès. Par exemple, des aides techniques comme des prothèses, des assistances personnelles, des auxiliaires de vie, des interprètes en langage des signes, des transports adaptés et des services d'accompagnement à l'emploi. Tandis que les services spécifiques sont, par exemple, des services d'éducation inclusive, d'ateliers protégés, des services résidentiels ou des services de réadaptation post-amputation. On est bien d'accord que tous ces services font partie d'une palette de services dont les personnes handicapées ont le droit de bénéficier. Et pour arriver à la réalisation d'une société inclusive, donc il faut éliminer les barrières. Je n'ai mentionné juste trois, donc ce sont des barrières physiques, d'information et attitudinales. Imaginez-vous par exemple une femme qui veut en zone rurale du Sud-Soudan, qui veut se déplacer dans un service de santé sexuelle et de la reproduction, donc un service ordinaire. D'abord, on aura énormément de problèmes pour les transports, parce que le transport est extrêmement cher. Les transports, il faut l'organiser, donc il faut prévoir des absences de boulot et donc un manque à gagner. Une fois qu'on arrive, si bien que mal, au centre de santé, il faut pouvoir y accéder. Et donc, encore une fois, les problèmes d'accessibilité physique sont absolument prédominants. Une fois qu'on arrive à accéder, par expérience, on peut avoir globalement deux scénarios où le personnel de santé est extrêmement perplexe par rapport à la demande d'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction par une femme handicapée. Et donc, il y a tous les stigmes, toutes les barrières attitudinales qui viennent d'une perception plutôt déplacée, d'une négation de la sexualité par les personnes handicapées. Ou une autre chose qui peut passer extrêmement souvent, de façon souvent, c'est la considération des besoins des personnes handicapées comme des besoins extrêmement spécifiques et extrêmement spéciaux. Et donc, globalement, la femme qui a réussi à la fin d'une odyssée à rentrer dans ces centres de santé se voit renvoyer sans trop d'informations supplémentaires à un centre de prise en charge plus spécialisé qui normalement est en capitale, donc à peu près à 250 km du centre de santé. Vous voyez que
travailler sur l'élimination des barrières est quelque chose, un travail vraiment de longue haleine et qui demande une modalité d'intervention extrêmement holistique. Une autre chose sur laquelle on peut travailler pour éliminer des barrières pour assurer un accès des services, c'est travailler sur la continuité des services. Cet schéma, globalement, vous donne un aperçu de la complexité de travailler sur la continuité des services. Par exemple, si on veut rester dans le cadre de l'éducation, il y a, par exemple, une difficulté à organiser parfois un passage entre crèche, école maternelle, éducation primaire, secondaire, etc. etc. Une autre chose extrêmement compliquée à mettre en place, c'est le passage entre éducation et monde du travail. Donc, comment on gère, comment on accompagne la personne, comment on assure sa participation, sa non-discrimination et son accessibilité à des services tout au long de l'offre. Si on considère plus en détail la santé, on a globalement deux facteurs à considérer. La première chose, c'est la siloisation des services. Donc, le fait d'avoir accès à des services, par exemple, des santé primaires n'assure pas le fait que toutes les conditions dont on a besoin puissent être bien traitées. Et le fait que la réhabilitation n'est presque jamais inclus dans la palette des services et des offres d'un système de santé. Fondamentalement, les services de santé sont focalisés sur la prévention de la mortalité. Et donc, l'effet d'avoir, une fois que la vie est sauve, bah, on n'est pas intéressé à la détection précoce ni à la prise en charge des incapacités. Par exemple, pensez à quelqu'un qui vit avec un diabète aux Philippines. Les services sont globalement présents dans des hôpitaux de niveau tertiaire, mais ils ne sont pas présents au niveau communautaire. Et donc, le diabète même se manifeste et est diagnostiqué quand on a des complications à niveau physique. Globalement, c'est pas rare avoir une amputation liée au diabète au même temps qu'un diagnostic, pour vous donner une idée vraiment de la manque de continuité des services et la manque de prévention. Avec cette slide, on va voir ensemble quels critères de qualité d'impact on peut viser, on peut rechercher pour assurer une inclusion optimale. Vous avez les classiques, donc accessibilité, adaptabilité, donc le fait d'être capable de répondre aux besoins, aux exigences d'un plus grand nombre de personnes. Moi, je fais souvent une blague et c'est fondamentalement les systèmes de santé, sont organisés comme si les UGG étaient des jeunes hommes en bonne santé, plutôt riches et avec un niveau d'éducation extrêmement important parce que parfois les systèmes de santé ne sont pas organisés pour prendre en compte la diversité, soit au niveau des accès aux services, soit au niveau vraiment des compréhensions des messages qu'on donne. Une autre chose qu'on trouve parmi les critères de qualité, c'est des services qui sont centrés sur la personne. On a différents modèles pour assurer que les services sont centrés sur la personne. Tout à fait, la tentation de réduire les bénéficiaires d'un service exactement à un bénéficiaire de façon passive est extrêmement présent. On a vu au cours des slides précédents les choses qu'on peut mettre en place pour assurer une place centrale à la personne. C'est vrai qu'il faut assurer un effort continu pour garder cette
façon de faire, pour implémenter cette façon de faire. On a la participation, donc on a vu, c'est un des piliers de l'inclusion. On a la rédivabilité. On a parlé de façon bref, quand on a parlé des choses qu'on peut faire pour améliorer l'inclusivité des services. Donc, globalement, la rédevabilité, c'est une des choses qu'on peut mettre en place, notamment pour ce qui concerne les suivis des recommandations faites lors d'un baseline et le fait d'utiliser le cadre légal de la Convention des droits des personnes handicapées comme un cadre de rappel pour les États. Accessibilité financière, c'est une des choses les plus, comment dire, d'actualité. Si on parle d'accessibilité, couverture sanitaire universelle, l'accessibilité financière est quelque chose d'extrêmement important à intégrer dans une planification. Et une qualité technique, donc l'effet d'assurer la validité scientifique et les suivis des guidelines internationales ou nationales pour les services qu'on propose. Encore la non-discrimination qu'on a déjà vu et la continuité, donc l'effet de ne pas laisser des gaps parmi les différents services. Ici, vous voyez comment on arrive à faire tout ça, parce que pour le moment, ça peut sembler extrêmement de l'utopie. La chose qu'on essaie de faire, c'est s'assurer d'avoir tous les acteurs clés qui vont être mobilisés dans la gouvernance pour réaliser toutes les choses qu'on a vues. Donc, vous voyez que dans la partie supérieure de la slide, on a les autorités et on peut travailler avec eux pour les sensibiliser à l'handicap. Surtout, imaginez-vous par exemple, parfois quand on parle avec des ministères de la Santé et on sort un peu du modèle médical de l'handicap, on peut trouver des résistances parce que globalement, l'attention est focalisée uniquement sur les facteurs biologiques et pas sur l'interaction du facteur biologique avec l'environnement. Et donc, globalement, vous parlez avec des personnes qui sont extrêmement attentives à la cause de l'handicap, mais qui ont un peu plus de mal à considérer vraiment les différentes barrières de l'environnement et attitudinal comme un facteur clé de l'inclusion. Donc, c'est un travail extrêmement de longue haleine et extrêmement puissante qu'il faut faire. Les autorités, globalement, sont un des places clés si on veut travailler avec, par exemple, à l'échelle d'un pays, parce qu'il définit les orientations stratégiques et les ressources qui permettent l'accès aux services pour tous. Ils sont les garants de l'encadrement de la prestation des services et ils ont une fonction d'évaluation des besoins et des priorités des usagers. Vous voyez que les autorités sont liées avec les deux autres composants de la slide, qui sont les usagers et les prestataires de services. Les prestataires de services, ils sont garants du respect des protocoles, des guidelines, des orientations stratégiques et des standards de qualité et sont finalement en charge de fournir une offre de services. Donc, si on veut vraiment travailler pour une santé inclusive, la mobilisation des prestataires de services est essentielle parce qu'ils sont globalement autant les autorités sont responsables du cadre général des politiques à niveau d'un pays, autant les prestataires de services sont responsables de la mise en place à niveau local. L'autre chose qu'on va considérer, c'est globalement les prestataires de services sont redevables pour garantir une offre qui réponde aux priorités des usagers en termes de qualité, en termes d'offres et en termes d'adéquation entre demande et réponse. Les usagers, vous voyez, ils expriment des demandes de priorité. Ils sont un facteur clé
dans la participation, c'est-à-dire qu'ils vont prendre part au co-design des services et ils vont exprimer une qualité sur la qualité des services aux prestataires. Donc vraiment, c'est la pièce essentielle et centrale pour une bonne gouvernance des systèmes de services. Vous voyez que globalement, quand on va des autorités aux prestataires de services, on a une offre, ben, prestataire à usager, on a une prestation, et usager vers les autorités, on a une demande. Et finalement, pour mettre ensemble tous les différents morceaux dont on a parlé aujourd'hui, une santé inclusive repose sur globalement des services en continuité qui sont centrés sur la personne, des acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance des systèmes de services et des critères affirmés et établis qui garantissent la qualité et l'impact encadrés par des mécanismes de régulation. Vous voyez qu'il y a ces trois aspects fondamentaux sont essentiels pour garantir une inclusivité des services. Pour le moment, donc la présentation est terminée. Moi, je serais ravi de discuter plus avec vous et de répondre à votre question. Merci, merci beaucoup, David, pour cette formidable, très complète illustration de la thématique. Je trouve que tu as introduit quantité d'éléments d'énorme importance. Je veux seulement, j'ai pris note de plusieurs éléments, mais parmi les plus frappants, sans doute le fait que seulement 6 pays ont des lois spécifiques qui garantissent l'accès au système de santé des personnes handicapées, et bien évidemment la thématique de genre et les multiples discriminations auxquelles les femmes doivent faire face. Et en fait, tout ce travail que tu nous as présenté par rapport à ce qui est le passage vers le modèle social, avec la nécessité en fait de se déplacer du modèle médical traditionnel et avancer vers un modèle social basé sur les droits humains. Les modèles idéaux que tu nous as présentés, bien évidemment, sont complexes à articuler, mais c'est ça le but, le cible que les États doivent prendre en considération en impliquant le plus possible les organisations de personnes handicapées et les personnes handicapées. Donc, voilà, maintenant la parole à nos intervenants, à nos participants. Je vois il y a déjà deux questions il y a une question en fait, il y a un remerciement de la part de Sophie Romain Aliprand, donc je passe ce remerciement à notre orateur. Et je te pose maintenant la première question posée par Marguerite qui nous demande, vous dites que la santé inclusive repose sur les usagers aussi. Vous pensez à quoi? Aux pétitions? Parce que les pauvres usagers en Afrique surtout, que peuvent-ils faire? Les usagers sont une partie essentielle pour assurer vraiment une vraie inclusivité des services de santé. C'est vrai que quand on parle des services de santé, même pour les personnes qui viennent d'une population générale, c'est extrêmement facile de se trouver coincé dans un rôle extrêmement passif. Globalement, on est dû à un déséquilibre entre les savoirs et les pouvoirs qu'on a dès qu'on rentre dans un centre de santé globalement. Je pense que en tant que médecin, c'est extrêmement fréquent de détecter ce type de façons de faire parmi certains confrères globalement. L'idée, c'est que on n'a pas énormément de choix sauf accepter un conseil technique sur lequel on n'a pas trop la main. L'idée est de créer des espaces de discussion et de créer des mécanismes de redevabilité pour permettre aux personnes qui ont accès, pour permettre aux personnes qui doivent utiliser des services de santé d'avoir
le bouts finales est vraiment le respect de leurs droits, notamment le droit à la santé, à travers un droit au service de santé. Fondamentalement, l'idée est pouvoir permettre à toutes les personnes qui vont utiliser un certain service d'avoir la main sur certains mécanismes de redevabilité, pouvoir faire passer des messages, être impliqué en première ligne dans le respect de certaines normes ou cadres internationaux ou locaux. Je faisais l'exemple, on est en train de lancer un projet extrêmement important sur la santé sexuelle et de la reproduction en Afrique. L'idée est vraiment de voir quel type de plateforme de discussion on peut mettre en place pour assurer que les nécessités, les besoins, les, en termes d'inclusivité, donc accessibilité, non-discrimination et participation, on peut mettre en place pour faire parler les autorités, les proviseurs de services et les usagers. Comme toute discussion extrêmement intéressant, prend énormément de temps parce que bah, c'est une chose qui doit être vraiment euh, euh, créée et il faut la faire croître petit à petit pour la faire entrer vraiment dans la façon de faire, mais qui donne des résultats extrêmement satisfaisants pour tous les participants. Donc, c'est vrai qu'à première avis, ça peut sembler une chose extrêmement utopistique, mais si on prend le temps de l'intégrer dans des mécanismes de fonctionnement de routine, permet vraiment d'assurer finalement une très grande satisfaction pour tous les parties prenantes. Super, merci. Alors, nous avons trois questions de plus. En fait, il faut juste que je rajoute un petit point que je n'ai pas fait mention au début, mais cette session est de grande importance pour nous du projet Combler l'écart, car la CA Santé est une des thématiques prioritaires dans notre projet, notamment au Burkina Faso. Donc, en fait, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir recevoir cette contribution de la part de notre expert. Alors, je commence par les autres questions. Tu me dis peut-être, David, si tu préfères que je te pose les questions une à une, ou bien si tu préfères que je te passe toutes les questions en un seul coup et après tu y réponds. Comment est-ce que tu préfères? Non, on peut faire une à une, ça va. Une à une, très bien. Alors, il y a une question de la part de Sophie qui nous dit qu'elle travaille pour un bailleur de fonds publics. Mhm. Lorsque je demande aux organisations qui nous soumettent de projets ce qui est prévu pour que les services proposés soient totalement accessibles aux personnes handicapées, on me répond vaguement. Et existe-t-il des guidelines simples que l'on pourrait leur donner pour qu'ils appliquent certaines règles ou aménagements indispensables pour que l'accès à la santé soit vraiment inclusif? Oh, une très belle question qui mérite à voir si on a le temps de terminer la discussion aujourd'hui, mais globalement, une des premières choses qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur la santé inclusive, c'est que à différence de certains autres secteurs, par exemple l'éducation inclusive ou la livelihood inclusive, il n'y a pas énormément de standards à niveau international par rapport à l'inclusion. C'est pour ça qu'on est en train de monter une espèce de référentiel pour assurer que les passages entre principes fondamentaux et théoriques et implémentation pratique soient respectés. L'idée est globalement, on a, par exemple, quand on parle d'accessibilité, on a tous les principes qu'on a vus de pouvoir rentrer dans un centre de santé, pouvoir être en mesure de circuler dans les centres et pouvoir globalement accéder à différents services. Il y a comparativement très peu de, par exemple, manuels de formation ou des standards reconnus internationalement pour définir
quelles sont les choses à faire de façon ponctuelle pour assurer une inclusivité. L'idée qu'on a est vraiment on est en train de commencer à récolter tous ces matériaux, les matériaux existants, à niveau des accessibilité physique, participation, non-discrimination, etc., etc., sous forme des modules de formation. Et donc, moi, je serais ravi éventuellement de partager. Je pense que c'est une discussion sur le long terme et que c'est un processus qui va durer pas mal de temps. L'idée est que globalement, à chaque fois qu'on veut travailler vraiment sur l'inclusion, on réaffirme un certain cadre et on produit des outils qui sont liés à des situations spécifiques. Donc, je suis ravi si on peut vraiment continuer la discussion avec Sophie après et moi, je suis heureux de partager tous les documents et les références que j'ai à l'état actuel. Merci, merci David. Et ça serait en fait formidable de pouvoir partager ces documents. C'est vrai, on a toujours un manque de standards dans plusieurs domaines qui concernent le handicap et la santé ne fait pas exception. Donc, merci de pouvoir partager ce que tu as à disposition. Ça serait sans doute important pour nous tous dans ce sens. Alors, on peut passer aux suivantes questions. On en a déjà assez, donc on a jusqu'à 1 heure, donc on peut continuer encore pendant une demi-heure à peu près. Une question de la part d'Ibasiwena Teresa Jai qui nous demande quels sont les éléments qui montrent que la santé est effectivement inclusive des femmes handicapées, surtout par référence à la santé génétique et reproductive. Bah, il y a une réponse extrêmement banale, si tu veux, et une réponse un peu plus élaborée. Si on veut... donc, la réponse banale, mais qui est, bon, est globalement extrêmement difficile à mettre en place, c'est compter combien de personnes, combien de femmes handicapées ont accès à des services de santé. Je dis que cette réponse est apparemment banale parce qu'en théorie, dans la façon de fonctionner des services de santé, il n'y a aucune moyenne d'avoir une indication sur s'il y a des personnes handicapées ou pas parmi les usagers. D'une certaine façon, je pense que vu la connaissance, les modèles purement médicaux qu'il applique, c'est peut-être mieux pour d'un point de vue des discriminations qu'il ne compte pas le numéro de personnes handicapées qui sont présentes dans les services. De l'autre côté, ça devient extrêmement difficile mesurer soit si les services sont accessibles ou pas, et surtout, c'est difficile vraiment quantifier, avoir des données par rapport au sujet. Une des solutions qu'on peut mettre en place, c'est, comme je vous mentionnais avant, c'est l'utilisation des les 6 questions du Washington Group. Je ne sais pas si vous déjà connaissez un peu la thématique. Le Washington Group, c'est un groupe d'épidémiologistes qui s'est mis ensemble et a dit, OK, on a des problèmes connus par rapport à la récolte des données relatives à des personnes qui vivent avec un handicap. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un outil facile à utiliser qui me permet de collecter des données qui sont comparables d'un point de vue scientifique et qui sont qui ne me demandent pas vraiment 6 mois d'équipes interdisciplinaires sur le terrain et un coût incroyable. Ils ont sorti ces 6 questions qui sont extrêmement à l'apparence simple, mais qui globalement ils vont voir quelles sont les personnes qui sont à risque d'une exclusion sociale à cause de leur limitation fonctionnelle. Juste pour vous donner un exemple, la première question est est-ce que vous avez des difficultés, même si vous avez des lunettes, à voir?
Et donc, la réponse est totalement oui, totalement non ou des gradations au milieu. L'idée, on s'éloigne définitivement du modèle médical, donc je n'ai aucune information par rapport à la cause de cette limitation fonctionnelle. Par contre, c'est du déclaratif, donc c'est la personne qui affirme oui, j'ai des problèmes à voir ou pas. Par contre, avec cette set de questions, globalement, donc pour faire passer les questionnaires, c'est un quart d'heure. On peut avoir une indication plus précise du fait que notre services sont inclusive et donc accessible aux personnes handicapées ou pas. Ça, c'est juste une première chose qui est relative à l'accessibilité. Une autre chose, on peut faire des questionnaires de satisfaction avec les usagers à la sortie des services. C'est une chose qu'on fait. Donc, on demande aux personnes handicapées s'ils ont été, si leurs standards de qualité ont été respectés, s'ils ont l'impression d'être traités, reçus et écoutés et s'ils ont reçu au même niveau des services de santé que la population générale. Et l'autre chose, c'est introduire è une chose qu'on est en train de promouvoir dernièrement, introduire le concept de rating, comment on dit en français, de donner une note à des établissements de santé, par exemple, sur la base de leur adéquation ou pas à des critères d'accessibilité. Donc, on sait que, par exemple, dans les centres de santé XY, on a fait un training, on a fait des interventions, donc on a amélioré l'accessibilité physique. On va introduire un système de notation avec des étoiles, avec des cercles, avec les petits symboles qu'on veut, pour voir si dans les systèmes de monitoring du système de santé nationale, l'effet de vraiment insister sur l'intégration de ces critères d'inclusion soit un des critères d'évaluation de l'établissement. Donc vraiment, c'est une différente chose qu'on peut faire à différents niveaux. C'est vrai que, comme je mentionnais au tout début, globalement, quand on parle d'handicap, on parle souvent d'une scarcité extrême des données et une difficulté à avoir un assessment qui soit à jour tout le temps. Merci, merci David. C'est important de rappeler à nouveau le thème des questions de Washington comme un outil de base fondamentale pour l'évaluation du handicap, avec des questions indirectes qui permettent d'identifier les situations de handicap justement. Et voilà, un outil que je crois être le plus important actuellement au niveau global pour la collecte de données, que je rappelle à tout le monde, est aussi une obligation prévue par la Convention à l'article 31. Alors, il y a encore une question qui a été posée. J'invite aussi les participants à prendre la parole. Vous pouvez, vous savez, lever la main virtuellement, bien entendu, ici dans le panel de contrôle de notre outil webinaire et pouvoir intervenir, poser des questions directement ou poser des brefs commentaires au cas où vous le souhaitez. Alors, il y a encore une question, en fait une question double de la part de Adiara Dao Traoré, qui demande comment doit se faire la mise en relation entre les autorités et les prestataires de services et quels services ces derniers doivent fournir pour un meilleur accès universel à la santé. Donc, une question en deux moments, dirais-je. La modalité de mise en contact peut être différente, peut être organisée selon la façon dont les systèmes de santé sont organisés. On peut faire, globalement, on vise à
une modalité de mise en communication qui soit participative, qui soit inclusive. Donc, il faut pouvoir expliquer aux personnes avec différents handicaps de quoi il s'agit pour voir vraiment comment on fait à faire remonter l'existence des usagers aux autorités. Une fois qu'on établit un mécanisme pour récolter les feedbacks des personnes qui vont utiliser les services, globalement, c'est pas énormément difficile de faire remonter les informations qu'on récolte. Une des choses qu'on a vu qui est un peu plus difficile à faire, c'est comment on tient en compte de cette feedback et comment cette feedback sont utilisés pour changer la façon dont les services de santé sont organisés. Parce que vous comprenez que on est en train de parler des changements des structures d'organisation et donc il faut avoir la possibilité de travailler avec les mêmes partenaires sur plusieurs années avec des objectifs extrêmement clairs et précis et arriver finalement à être à élaborer un plan d'action commune et partagé pour se dire, OK, on a récolté cette exigence qui vient des personnes qui utilisent les services, OK, on les fait remonter à travers des mécanismes de consultation participative ou des mécanismes d'une espèce de manifeste des usagers. On peut avoir différentes formes pour partager les informations qu'on collecte. Et après, on arrive à créer un espace de dialogue pour être tout le monde d'accord sur comment passer de la théorie à la pratique. Et donc, comment être sûr que ces exigences sont prises en compte et intégrées dans la planification des services. Il y a une grosse partie aussi des supports techniques, donc assistance technique aux différents ministères de la santé, parce que parfois ce sont des choses qui sont un peu compliquées à mettre en place, qui demandent une connaissance un peu plus des modèles sociaux de l'handicap, qui n'est pas forcément extrêmement diffusé parmi les ministères de la santé. Ça demande aussi une certaine planification budgétaire qui parfois est présente, parfois un peu plus difficile à obtenir. Et ça demande aussi un changement des comportements et des visions stratégiques. Donc, c'est vraiment un travail sur au moins 5 années. Donc, ce n'est pas une chose qu'on peut obtenir du jour au lendemain. La deuxième question, c'était par rapport à... Hello. Pardon, j'avais plus activé le micro. J'étais en train de parler, Ouais. j'avais pas activé le micro. Donc en fait, il y avait cette question de la part d'Atiara. Une fois que cette relation était faite, Oui. sur quelle base en effet on prévoit les services accessibles, disons de quelle façon l'approvisionnement des services effectivement se déroule. Adiara, si en fait j'ai bien compris, sinon si vous voulez répliquer la question dans le cadre de réponse si j'ai mal interprété, mais je crois que c'était ça en fait la question qui avait été posée. Normalement, on peut continuer euh, euh, les dialogues et décider qu'on veut cibler une certaine typologie de services, par exemple. Normalement, on travaille toujours sur deux axes fondamentaux. Un, c'est la décentralisation des services, parce que normalement, les services pour les personnes handicapées sont toujours perçus comme euh, fondamentalement des niveaux spécifiques supérieurs, donc au moins au troisième niveau. On peut vraiment faire un plan d'action avec le ministère de la Santé et dire, là, je pense que c'est important de garantir une inclusivité des services dans ces centres parce que c'est les centres de référence secondaires et donc c'est proche à la communauté mais pas extrêmement, c'est pas un capital fondamentalement, et définir ensemble sur quel type d'intervention on veut viser de façon prioritaire. L'idée est vraiment de partir d'une base d'un aménagement
nécessaires et procéder petit pas vers une inclusivité de plus en plus élargie. Parfait, parfait. Merci encore, David. Alors, je reprends il y a quelques commentaires dans notre cadre des questions. Nous avons encore une dizaine de minutes, donc je, je prends la parole seulement pour rappeler un commentaire de la part de Ragni Wante Kabore, j'espère avoir bien prononcé, désolé si je n'ai pas le fait, qui nous parle d'une difficulté d'approvisionnement actuelle de médicaments contre l'épilepsie au Burkina Faso, qui serait liée à une indisponibilité des médicaments, elle-même liée à des problèmes organisationnels du système d'approvisionnement au Faso. La conséquence est que de nombreux enfants regressent dans leur santé et cela est dramatique, bien évidemment. Et il nous demande après comment la société civile, les parents et les patients eux-mêmes pourraient contribuer à résoudre ce problème le plus vite possible. Je crois que c'est une question très compliquée à laquelle donner une réponse. Je te passe quand même la parole, David, pour peut-être une toute brève réponse sur cela. Et après, il y avait toujours de la part de Adiara un petit rajout à la question précédente qui demande par rapport à l'approvisionnement de services, quels services doivent être fournis pour un meilleur accès universel à la santé, faisant référence à ce que tu as déjà dit, David, et si tu peux nous donner peut-être juste 2-3 éléments par rapport à ça. Ok, donc on commence par l'épilepsie. Les problèmes, c'est un problème au niveau mondial de l'approvisionnement des médicaments contre l'épilepsie. On a deux projets contre la lutte pour l'épilepsie, un au Rwanda et un au Madagascar. Et on est confronté exactement dans la même situation. Globalement, pour faire vraiment très vite, il y a un système de collecte des données qui marche très mal. Donc, les approvisionnements sont faits de façon un peu pas précise. Et surtout, il y a une compétition pour les budgets entre les maladies chroniques et les maladies transmissibles. En plus de tout ça, parfois les médicaments pour l'épilepsie, ils vont sur une catégorie spéciale qui demande beaucoup d'autorisation pour l'importation dans les pays et rendent du fait extrêmement fréquent les ruptures de stock. La chose qu'on a fait, on travaille avec tous les trois niveaux d'un système de santé et d'un niveau pays qu'on a vu dans la slide acteurs clés. Donc vraiment, on travaille avec les autorités pour comprendre où ça coince à niveau politique. Parfois, c'est une chose extrêmement OK, ils n'ont pas intégré dans leur feuille de récolte des données aucune information sur l'épilepsie. Donc, on n'a pas de données. Et donc, ils ne peuvent pas faire un approvisionnement des médicaments parce qu'ils n'ont pas de données. Une autre chose qu'on peut faire, c'est vraiment faire du plaidoyer pour considérer la prévalence de l'épilepsie et le numéro des cas quand ils font une allocation de budget. Ça, c'est une chose qu'on fait normalement. On s'appuie avec des centres qui font des recherches pour avoir des données mises à jour sur la prévalence de l'épilepsie dans un certain pays et pouvoir faire des commandes de médicaments qui sont plus adéquates à la réalité. Une autre chose qu'on peut faire, c'est étudier la logistique pour comprendre encore une fois où ça coince à niveau de la distribution des médicaments. Par exemple, au Madagascar, on a vu que la distribution des médicaments se faisait de façon séquentielle, donc d'un centre A à un centre B, à un centre C, à un centre D. Et dès qu'il arrivait au centre D, il n'y avait plus de médicaments parce que la quantité était insuffisante. Donc, éventuellement, agir sur ces leviers, des choses qui peuvent sembler tout simples, mais qui ont un impact extrêmement important dans la disponibilité des médicaments. Donc, faire remonter en importance dans la liste des médicaments prioritaires présents dans les différents centres de santé les médicaments en anti-épilepsie.
donc avec toutes les données probantes à niveau de la prévalence, etc., etc. Et oui, une grosse mobilisation des usagers, de la société civile pour demander de ne pas oublier l'accès aux médecines qui est essentiel pour toutes les maladies chroniques et spécialement pour l'épilepsie. Donc c'est vraiment une action qui doit être menée sur les trois fronts qu'on a mentionnés dans la slide. Pour la question d'améliorer l'accessibilité, moi j'ai vu qu'il y a des choses qui sont extrêmement, disons, faciles à mettre en place et certains d'autres qui demandent un peu plus de complexité. Une des choses vraiment sur lesquelles on peut plus facilement agir, c'est faire agir non pas sur la sensibilisation, mais sur les changements de comportement. C'est une chose extrêmement qui m'a surpris énormément parce que si on regarde les changements de comportement, donc les social behavioral change communication, donc la communication pour faire changer de comportement est quelque chose d'extrêmement répandu dans différents secteurs comme l'HIV, comme la santé sexuelle et de la reproduction, n'est absolument pas utilisé ou très peu dans le monde de l'handicap. Donc, l'idée est comment j'arrive à mobiliser une communauté, une famille, les personnes handicapées même, pour leur faire changer des perceptions par rapport à la santé. Une des choses que moi je sens extrêmement, de façon extrêmement forte, c'est qu'il y a encore une méfiance envers tous les personnels de santé. Je pense que les idées, les modèles qui étaient les modèles dominants dans les années 70, donc les modèles médicaux, est encore présent dans la perception que les personnes handicapées ont du système de santé. Donc c'est une espèce de méfiance réciproque et fondamentalement ça explique peut-être la difficulté à proposer un modèle qui soit inclusif parce que bah, les personnes handicapées ont l'impression que dès qu'ils mettent pied dans un service de santé, s'ils arrivent à mettre pied, ils sont stigmatisés, ils se prennent en direct tous les effets négatifs d'un système médical avec tous les clichés, toute la stigmatisation qui va avec. Et de l'autre côté, c'est une frustration pour pour le personnel de santé, le fait de ne pas se sentir à la hauteur quand il s'agit de pouvoir donner des services qui sont perçus comme spécialistiques ou de qualité extrêmement incroyable pour les personnes handicapées, tandis qu'en réalité, les personnes handicapées ont uniquement besoin de pouvoir décider de quoi ils ont besoin et d'avoir accès à des services d'abord comme tout le monde pour des choses parfois extrêmement banales. Donc vraiment, je pense que les premiers pas pour garantir des services inclusifs, c'est vraiment travailler sur la perception des santé et des handicaps et mettre les deux mondes ensemble. Merci encore David, et, très important ce lien dont tu nous parles et voilà, c'est important surtout que ce soit les États qui prennent en charge tout cela par rapport à leurs obligations convenues dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées et non seulement dans ce document. Alors, on a juste 2 minutes pour une toute dernière question et après on passera aux salutations finales. La question est posée de la part de Adjaoud Boujema, qui nous écrit depuis l'Algérie et qui demande par rapport à la nécessité de construire des hôpitaux multidisciplinaires. Il nous demande un peu comment faire afin que le gouvernement comprenne la nécessité de construire ces hôpitaux multidisciplinaires. Si tu as quelques éléments sur ça, David, et je sais pas, une bonne pratique, un exemple à nous donner. Et après, on a encore 2-3 questions, mais je crains qu'on n'aura pas le temps. Il faut qu'on conclure ici la session. Mais
voilà, on commence par ça et après, j'expliquerai un peu la suite de cette formation. Merci. Ok. Donc, l'effet d'avoir des hôpitaux multidisciplinaires, c'est quelque chose de central, surtout parce que donc moi j'ai fait une mission exploratoire en Algérie pour voir si on pouvait, par exemple, commencer un projet pour la prévention et la prise en charge des complications du diabète. Et une des mes recommandations, c'était vraiment promouvoir la création de ces centres multidisciplinaires. Le gros problème, c'est que, encore une fois, la médecine ne travaille pas sur un continuum de soins, ne travaille pas sur la prévention, travaille uniquement sur la réponse à des maladies, et cette réponse est presque par défaut donnée de façon sectorielle. Et par exemple, la prise en charge des maladies chroniques, ça pourrait être, notamment le diabète, ça pourrait être une excellente façon de mettre ensemble différentes spécialités autour avec un port d'entrée commune. Parce que dès qu'on parle de diabète, on parle des complications ophtalmologiques, complications cardiologiques, complications pulmonaires, rénales, orthopédiques, etc., etc. Donc vraiment, l'idée est de se recentrer sur la prévention et donc décentraliser les soins le plus possible et dès qu'on a besoin d'une prise en charge un peu plus poussée, organiser cette prise en charge de façon multidisciplinaire autour d'un port d'entrée unique. Une autre chose qu'on pourrait faire, mais là c'est extrêmement... je ne connais pas des exemples positifs par rapport à ça, c'est au lieu de concentrer sur une pathologie, c'est concentrer sur la personne et donc dire on donne, on se focalise par exemple sur l'enfance et on est capable de, en théorie, prévenir, détecter et proposer des solutions pour toute pathologie liée à l'enfance. Donc c'est une espèce de port d'entrée plutôt un lieu qui est thématique, un port d'entrée basé sur l'âge des personnes qui vont utiliser les services. Voilà. Merci David. Et en plus, c'était intéressant de savoir, tu avais fait une mission justement en Algérie sur cette thématique, donc c'est vraiment pertinent. Alors, on est arrivé, on a encore 2-3 questions, mais je vois qu'on a vraiment pas le temps. Il faut faut clôturer cette session. Eh bien, on est arrivé désormais à la conclusion. Je commence par remercier toutes et tous qui ont participé à cette session, qui ont posé des questions, qui ont suivi notre formation. J'espère, je suis sans doute convaincu que vous avez appris des éléments utiles par rapport à l'accès universel à la santé. Et bien évidemment, je remercie David et Ortini pour son intervention, pour la disponibilité à présenter une thématique si articulée, complexe et interconnectée avec plusieurs éléments et d'une manière aussi si simple et compréhensible pour tout le monde. Je trouve que ça a été vraiment impeccable. Et aussi pour avoir pris le temps de répondre aux questions de nos participants. J'informe bien évidemment tout le monde que vous allez recevoir tous les matériaux relatifs à cette formation. Dans les prochains jours, vous recevrez un mail dans lequel vous pourrez retrouver le lien aux vidéos de cette session, au matériel d'apprentissage relatif à la session, la présentation de notre expert et aussi un lien au sous-titrage de la session. Dans ces mails, vous allez aussi recevoir un lien à un questionnaire, un petit sondage des questions qu'on vous pose pour comprendre qu'est-ce que vous pensez de cette session, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez en général du cycle webinaire. C'est très important pour nous que vous répondiez de manière à pouvoir améliorer les services que nous vous proposons à travers de ce cycle. Si jamais vous avez raté les sessions précédentes, vous êtes intéressé à les suivre.
Vous allez retrouver tous les vidéos et les matériaux de ces webinaires sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre site web que j'ai mentionné au début. Vous retrouvez dans le chat toutes les adresses URL auxquelles vous pouvez vous adresser pour retrouver les matériaux dont je vous dis. Et bien voilà, nous sommes désormais à la fin de cette 8e session de cycle webinaire pardon, 9e session du cycle webinaire de Bridge in the Gap, combler l'écart. Merci beaucoup encore à toutes et à tous pour avoir participé. Merci David. Et je vous rappelle que les prochaines sessions, la 10e, sera organisée autour du mois de septembre, après la pause estivale. Merci encore et une très belle journée, très bel après-midi à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye.